Je rangeais mon bureau au Pentagone quand mon téléphone a vibré. C'était mon avocat familial, Marc Dalton. Marc n'est pas le genre d'homme à appeler juste pour bavarder. Je l'ai mis sur haut-parleur pour pouvoir continuer à plier mes uniformes dans mon sac de sport. « Colline, je suis désolé de t'annoncer ça », a-t-il dit. « Ta tante Evelyne est décédée la semaine dernière. » J'ai arrêté ce que je faisais. Tante Evelyne était la seule parente qui gardait vraiment contact, qui m'envoyait des lettres quand j'étais déployé, qui se souvenait de mon anniversaire sans rappel Facebook. « Elle t'a laissé quelque chose », a poursuivi Marc. « Et c'est substantiel. 80 millions d'euros, plus la maison sur la rivière à Charleston. » J'ai dû m'asseoir pour digérer ça. 80 millions d'euros. J'ai vu des budgets militaires plus petits que ça. Je lui ai demandé 2 fois de répéter. Il l'a confirmé les 2 fois. C'était placé dans un trust à mon nom, étanche. Personne d'autre ne pouvait y toucher sans ma signature. La première pensée qui m'a traversé l'esprit n'était ni un yacht ni une voiture de sport. C'était, comment diable vais-je garder ça secret jusqu'à ce que je comprenne comment gérer la situation? Parce que si certaines personnes de ma famille l'apprenaient, surtout ma sœur Nathalie, ça tournerait au cirque. Nathalie et moi ne sommes pas ce qu'on pourrait appeler proches. En grandissant, elle me voyait comme l'enfant doré, bonne note, bourse sportive, et finalement l'Air Force. Elle a fait d'autres choix, abandonner l'université, enchaîner les emplois, sortir avec des types qui ne savaient même pas épeler le mot « engagement ». Elle ne m'a jamais pardonné d'être la responsable. Je ne lui ai jamais pardonné de transformer chaque réunion familiale en compétition à laquelle je n'avais jamais signé pour participer. J'ai dit à Marc de garder ça secret pour le moment. Je voulais rentrer à la maison, le rencontrer en personne, tout examiner avant que quelqu'un d'autre n'en ait vent. Il a accepté. J'ai terminé de ranger et je suis passé au bureau de mon commandant pour lui dire que je prenais un congé personnel. Il n'a pas posé de questions. Il pouvait lire sur mon visage que ce n'était pas une affaire militaire. Le lendemain matin, j'étais à Reagan National avant le lever du soleil. Le vol vers Charleston a été rapide, mais mon esprit ne s'est pas calmé. Je n'arrêtais pas de repasser la logistique dans ma tête. Je devrais rencontrer Marc à son bureau en centre-ville. Je devrais vérifier la maison sur la rivière, voir dans quel état elle était, et je devrais éviter Nathalie comme si elle était un missile à tête chercheuse. Charleston m'a accueilli avec un air chaud et ce mélange de sel et de marée qu'on ne sent nulle part ailleurs. J'ai pris une voiture de location et je me suis dirigé vers mon condo dans le quartier historique. C'est petit, mais suffisant pour moi, et c'est dans un immeuble calme où personne ne se soucie de mon travail ni ne pose trop de questions. Parfait pour garder un profil bas. J'ai déposé mes bagages, j'ai enfilé un jean et un t-shirt, et j'ai appelé Marc. Il a fixé notre rendez-vous pour l'après-midi suivant. Cela me laissait le reste de la journée pour faire les courses et peut-être aller courir pour chasser la fatigue du voyage. Pendant que j'étais dans la file d'attente à la caisse du supermarché, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Nathalie. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'ai décroché. « Tu es de retour en ville ?» a-t-elle demandé. « Pas de bonjour ?» Pour un moment, ai-je dit. « Tu aurais pu me le dire ?» a-t-elle répondu. « C'était à la dernière minute » ai-je dit. « J'ai des affaires personnelles à régler. » Ça a suffi pour que son ton s'aiguise. Quel genre d'affaires personnelles? Le genre qui est personnel, ai-je répondu, et j'ai raccroché avant qu'elle ne creuse davantage. En soirée, j'avais tout déballé, mon frigo était rempli, et j'avais vérifié 2 fois les serrures. Vieille habitude. Je me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable pour regarder mon agenda. Le rendez-vous avec Marc était à 15 h le lendemain. Je pouvais passer à la maison sur la rivière le matin, jeter un rapide coup d'œil. Tante Evelyne n'y avait pas vécu depuis des années, mais elle l'avait entretenue. Je n'y étais allé que 2 fois quand j'étais enfant. Je me souvenais de la grande véranda et du ponton qui descendait directement dans l'eau. Vers 21 h, j'ai reçu un texto d'un ami de la base, « J'ai entendu que tu étais de retour à Charleston. Une bière bientôt ?» Je lui ai répondu, « Peut-être la semaine prochaine. » Ma priorité était de sécuriser l'héritage avant que quelqu'un n'essaie de s'y accrocher. Je suis allé me coucher tôt, mais mon cerveau refusait de s'éteindre. L'idée que Nathalie l'apprenne me tenait éveillé. C'est le genre de personne qui ferait de ça sa mission de vie, s'immiscer dans mes affaires. Une somme pareille serait comme un aimant pour elle.
Le lendemain matin était clair et lumineux. J'ai fait du café, j'ai entré l'adresse sur mon téléphone et j'ai roulé vers la rivière. Le quartier était calme, rempli de vieilles maisons avec des pelouses bien entretenues et des vérandas. La maison de tante Evelyne se trouvait au bout d'une rue qui se terminait directement sur l'eau. J'ai garé dans l'allée et je suis descendu. La maison ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, peut-être même en meilleur état, peinture fraîche, volets solides, toit en bon état. Celui qu'elle avait engagé pour s'en occuper avait bien fait son travail. J'ai fait le tour par le côté et j'ai vu que le ponton tenait toujours debout, avec la marée qui montait en dessous. Pendant un instant, j'ai pensé à quel point il serait facile de vivre ici. Plus de déménagement constant chaque fois que l'Air Force avait besoin de moi ailleurs. Plus d'appartements exigus sur la base. Mais cette pensée n'a pas duré. Je n'étais pas prête à abandonner ma carrière. Et je savais que cette maison pourrait devenir une autre cible pour Nathalie. J'ai verrouillé et je suis rentré à mon condo, en prévoyant de déjeuner avant le rendez-vous avec Marc. Je n'y suis jamais arrivé. J'étais à 2 rues de chez moi, en train de traverser une intersection que j'avais franchie 1000 fois. Le feu est passé au vert. J'ai commencé à avancer. Du coin de l'œil, j'ai vu un camion de livraison blanc griller le feu rouge sur ma gauche. Il n'y avait pas le temps de réagir. L'impact a été comme un coup de marteau. Ma tête a heurté la vitre latérale. Le verre s'est brisé et le monde a tourné. L'airbag m'a frappé en pleine poitrine, me coupant le souffle. Mes oreilles sifflaient si fort que ça couvrait tout le reste. Quand j'ai pu me concentrer à nouveau, il y avait des voix dehors. Une voix d'homme a dit « Ne bougez pas, madame. On appelle les secours. » Je voulais dire que j'allais bien, mais ma bouche semblait pleine de coton. Mon épaule gauche brûlait, et je ne savais pas si elle était cassée ou juste contusionnée. Le goût métallique dans ma bouche m'indiquait que je m'étais mordu la langue. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. L'un d'eux s'est penché et m'a demandé mon nom. Je l'ai donné avec mon adresse. Il m'a demandé s'il y avait quelqu'un à prévenir. Mon esprit est allé directement vers quelqu'un de mon unité, pas vers Nathalie. Ils m'ont mis sur une civière, ont sécurisé mon cou et m'ont chargé dans l'ambulance. J'ai fixé les panneaux du plafond pendant qu'ils me mettaient une perfusion. La sirène a démarré et la ville s'est brouillée derrière les portes arrière. Je ne pensais ni au chauffeur du camion ni aux dommages sur ma voiture. Je pensais à comment, en moins de 24 heures, j'étais passé d'un plan privé pour gérer discrètement l'héritage de ma tante à être attaché à l'arrière d'une ambulance en route vers un hôpital militaire, sans savoir combien de personnes sauraient où j'étais avant la fin de la journée. Les questions des ambulanciers se sont estompées pendant qu'ils me poussaient à travers les portes de l'hôpital. L'odeur d'antiseptique m'a frappé avant les lumières vives. Ils m'ont roulé dans une salle d'examen, m'ont branché sur des moniteurs et ont commencé à découper mon os pour vérifier les blessures. Mon épaule a pulsé plus fort quand les ciseaux froids ont effleuré ma peau. Une infirmière au ton direct s'est présentée, Denise. Elle m'a demandé d'évaluer ma douleur sur une échelle de 1 à 10. Je lui ai dit 9, peut-être 9,5, et elle m'a donné quelque chose par perfusion qui l'a atténué rapidement. Des radios ont suivi. Ma clavicule était fracturée, 2 côtes fissurées, et ma tête allait me lancer pendant des jours à cause de la commotion. Pendant que le médecin donnait ses ordres, mon esprit s'est égaré. Pas vers le camion ou les factures d'hôpital. Il est retourné des années en arrière, à la table de la cuisine où Nathalie et moi avions appris très tôt à appuyer sur les boutons de l'autre. Nous n'avions que 2 ans d'écart, mais nous aurions pu naître sur des planètes différentes. J'étais celle qui ramenait des bulletins parfaits et des lettres des entraîneurs. Nathalie pouvait parler à n'importe qui et avait le don de se faire des amis instantanément, mais elle traitait les règles comme optionnelles. Nos parents essayaient de compenser. Quand j'obtenais une récompense, Nathalie avait une journée avec maman. Quand elle avait des ennuis à l'école, on me faisait participer à la discussion familiale pour que personne ne se sente visé. Mais l'équilibre ne marchait pas. Nathalie gardait un tableau mental des scores, et dans son esprit, j'étais toujours en avance. Au moment du lycée, elle séchait les cours, sortait en cachette et disait aux gens que j'étais la fille ennuyeuse. Je m'en fichais jusqu'à ce qu'elle commence à répandre des rumeurs qui revenaient à mes amis. C'est là que j'ai réalisé que sa compétitivité n'était pas inoffensive. Quand je me suis engagé dans l'Air Force à 19 ans, Nathalie m'a dit que je reviendrais en rampant dans 1 an. Elle a parié 100 € que je ne tiendrais pas jusqu'à la fin de l'entraînement de base. Je l'ai fait, et même plus.
Je n'ai jamais eu ces 100 euros. Revenons au présent, allongé sur un lit d'hôpital, fixant les dalles du plafond pendant que l'équipe médicale travaillait. Ces vieux schémas étaient toujours là. Si elle apprenait que j'avais hérité de millions, elle ne penserait pas, tant mieux pour Colline. Elle penserait, comment je peux avoir ma part? Denise est revenue avec un clipboard. Nous t'admettons pour observation, a-t-elle dit. Tu resteras au moins cette nuit, peut-être quelques jours. Je n'ai pas discuté. Je pouvais à peine m'asseoir sans que la pièce tourne. Elle m'a installé dans une chambre avec 2 lits, même si l'autre était vide. Elle a ajusté la perfusion et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quelque chose. J'ai attrapé mon téléphone. Mon instinct était d'appeler quelqu'un de mon unité ou des gens qui comprenaient la valeur de garder les choses discrètes. J'ai envoyé un texto au Chief Master Sergent Boyd, un mentor et ami, pour lui dire que j'étais à l'aile militaire de Charleston Memorial. Il a répondu rapidement, « Tu as besoin de moi là-bas ?» Je lui ai dit que non, pas encore. La porte s'est ouverte et je me suis crispé. Ce n'était pas Nathalie, juste un technicien de l'hôpital qui vérifiait mes constantes. Il a discuté de la météo, a pris ma tension et est parti. Le calme est revenu. Mon esprit s'est égaré vers la dernière vraie conversation que Nathalie et moi avions eue, il y a quelques années, lors d'un barbecue familial. Elle avait fait une pique sur le fait que les vrais boulots n'impliquent pas de porter un uniforme et de vivre au crochet du gouvernement. J'avais ri devant tout le monde, mais plus tard je lui avais dit qu'elle pouvait garder ses opinions pour elle. Elle ne l'avait pas fait. Un coup à la porte a interrompu le souvenir. Denise a passé la tête, « Tu as une visiteuse ?» a-t-elle dit, sans demander si je la voulais. Et voilà Nathalie qui entrait comme si elle était chez elle. Elle portait une robe d'été et des lunettes de soleil relevées dans ses cheveux. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche n'étaient pas « Tu vas bien », mais « J'ai entendu que tu avais eu un accident. » Ouais, ai-je dit. Elle a regardé autour de la chambre, en notant le 2e lit vide, le pied à perfusion, le moniteur qui bipait à côté de moi. Tu en profites vraiment, hein? J'ai ignoré ça. Comment tu l'as su? Charleston est une petite ville, a-t-elle dit, comme si ça expliquait tout. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je pensais que tu étais occupé à sauver le monde ou je ne sais quoi à Washington. Je suis en congé, ai-je dit. En congé pourquoi? Pour des raisons personnelles. Ses yeux se sont plissés. Personnel comme de l'argent? Je l'ai fixé. Non. Elle a souri comme si elle ne me croyait pas. Tu sais, j'ai regardé quelques opportunités d'investissement récemment. Immobilier, petites entreprises. Ce pourrait être un bon moment pour que la famille s'entraide. L'infirmière est entrée avant que je n'aie à répondre, en vérifiant ma perfusion. Nathalie est restée là à m'observer comme si elle attendait que je craque. Quand elle a vu qu'elle n'obtiendrait pas de réponse, elle a dit qu'elle reviendrait quand je ne serais plus aussi grincheuse. Après son départ, Denise a secoué la tête. La famille? Malheureusement, ai-je répondu. Je me suis adossé aux oreillers. Cette visite avait été courte, mais elle m'avait rappelé que Nathalie n'avait pas changé. Au contraire, elle était devenue plus experte pour pêcher des informations sans montrer son jeu. Le reste de l'après-midi s'est écoulé dans un brouillard de contrôle des constantes, de Tylenol et de courtes siestes. À un moment, je me suis réveillé au son de la pluie qui frappait la fenêtre. Ça m'a fait penser aux rues de Charleston qui inondent lors des grosses averses, l'eau qui monte sur les trottoirs. J'étais sur le point de me rendormir quand j'ai entendu des voix dans le couloir. Un rire d'homme, puis une réponse de femme. La porte s'est ouverte. Ce n'était pas Nathalie. C'était le Chief Boyd, en jean et polo au lieu de son uniforme. J'ai entendu que tu essayais d'échapper à la pétée de la manière forte, a-t-il dit avec un sourire en coin. J'ai souri malgré moi. J'ai pensé que je prendrais des vacances de la seule façon dont l'Air Force ne peut pas discuter. Il s'est assis sur la chaise près du lit et a jeté un coup d'œil au moniteur. Tu as l'air mieux que ce que le rapport laissait entendre. Nous avons parlé un moment des gens à la base, de quelques mises à jour inoffensives sur les déploiements à venir. Il n'a pas insisté sur la raison pour laquelle j'étais vraiment rentré, et je ne l'ai pas proposé. Avant de partir, il m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quelqu'un pour faire barrage aux proches curieux. Cette offre s'est avérée plus utile que je ne l'imaginais. Après son départ, la chambre m'a semblé encore plus calme qu'avant.
La pluie avait cessé, laissant l'air lourd. J'ai bougé pour attraper mon verre d'eau et le mouvement a envoyé une douleur vive dans mon épaule. J'ai reposé le verre avec précaution, me rappelant que la guérison allait demander de la patience. Vers 17 heures, Travis est entré pour vérifier mes constantes à nouveau. Pendant qu'il travaillait, il m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de la police concernant l'accident. J'ai dit non. Il m'a dit qu'il voudrait probablement ma déclaration bientôt. Ce n'est que plus tard, allongé là avec les lumières tamisées, que j'ai commencé à repasser l'accident dans ma tête. Je me souvenais du feu vert, du flot blanc sur ma gauche, du bruit écœurant du métal qui se pliait sur lui-même. Je me souvenais d'avoir essayé de bouger mon bras et de la ceinture de sécurité qui me bloquait. Puis il y avait l'ambulancier qui demandait qui appelait. Mon choix à ce moment-là en disait plus que je ne le réalisais. J'aurais pu dire Nathalie. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit Boyd. Ce n'était pas seulement à propos de l'accident. C'était à propos d'années de savoir sur qui je pouvais compter et sur qui je ne pouvais pas. Et la vérité, c'est que Nathalie n'avait jamais été sur la liste des fiables. Un léger coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Denise, de retour pour le service de nuit, a passé la tête. Tu as besoin de quelque chose? Je vais bien, ai-je dit. Elle est entrée quand même, en redressant la couverture et en vérifiant la perfusion. Tu as le regard, a-t-elle dit. Quel regard? Le regard de quelqu'un qui réalise certaines choses sur les gens de sa vie, a-t-elle répondu, sans méchanceté. Je n'ai pas répondu, mais elle n'avait pas tort. Le dîner a été un autre plateau oubliable, poulet sec, haricots verts ramollis, un carré de quelque chose qui prétendait être du gâteau. J'ai mangé ce que je pouvais pour prendre mes médicaments et j'ai repoussé le reste. Au moment où les lumières du couloir se sont tamisées pour la nuit, j'étais épuisé mais pas prêt à dormir. Mon esprit continuait à tourner autour des mêmes points, l'accident, l'héritage, l'intérêt soudain de Nathalie pour les investissements. L'accident m'avait sorti de mon plan pour garder les choses discrètes, mais il n'avait pas changé le fait que je devais protéger ce qui m'appartenait. Au contraire, ça rendait ça encore plus urgent. J'ai ajusté le lit pour m'asseoir un peu, grimaçant à la traction dans mon épaule. Dehors, les lampadaires se reflétaient sur le pavé mouillé. Quelque part au-delà, la rivière passait devant la maison de tante Evelyne. Calme pour le moment. L'idée m'a traversé l'esprit que ça ne resterait pas calme longtemps. Le lendemain matin a commencé par l'odeur d'un café trop fort qui venait du poste des infirmières. Denise a fait rouler un chariot de Constante, en fredonnant quelque chose faux. Elle a vérifié ma tension et a souri, on dirait que tu te stabilises bien, ce qui veut dire que tu vas avoir plus de visites. C'était sa façon de me prévenir. J'avais à peine réussi à avaler 2 bouchées de pain grillé sec quand la porte s'est ouverte. Nathalie est entrée en premier, portant son blazer habituel comme si elle arrivait à une réunion du conseil. Juste derrière elle, un grand homme en costume marine. Mon meilleur pari, son avocat ou un conseiller financier qu'elle avait entraîné. Eh bien, tu as l'air fonctionnel, a dit Nathalie en regardant l'écharpe. Je suis vivante, ai-je répondu, sans lui donner plus. Elle a posé un petit sac de fruits sur la table de chevet sans me regarder. Nous devrions parler de la succession de tante Evelyne, a-t-elle commencé, en ouvrant déjà un dossier qu'elle avait apporté. L'homme en costume s'est avancé, je suis Andrew. J'aide votre sœur à gérer son portefeuille. Elle a pensé que ce serait intelligent de. J'ai déjà quelqu'un, les jeux interrompus, en gardant un ton égal. Et ce n'est pas toi. Le sourire de Nathalie s'est crispé. Colin, il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de s'assurer que tu ne fais pas d'erreur avec quelque chose d'aussi important. Je me suis adossé à l'oreiller. La seule erreur serait de te laisser approcher. Ça a atterri plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle s'est reprise rapidement, en jetant un coup d'œil à Andrew, qui s'est déplacé mal à l'aise. Avant qu'elle ne puisse insister, Denise est entrée avec un clipboard. Désolé, je dois vérifier sa perfusion. Ça prendra quelques minutes. C'était le genre de manœuvre d'infirmière qui n'était pas seulement médicale, elle était tactique. Nathalie a su quand elle avait été congédiée. Elle a rassemblé ses affaires, m'a dit qu'elle resterait en contact, et est partie avec Andrew sur ses talons. Denise a ajusté la perfusion et a marmonné, tu veux que je commence à filtrer tes visiteurs? Ça ne ferait pas de mal, ai-je répondu. Le reste de la matinée a été merveilleusement calme. J'ai réussi à passer un appel à Marc,
qui a confirmé qu'il viendrait à l'hôpital demain avec les documents du trust. Tu vas vouloir être assise pour ça, a-t-il dit. Je gérerai, lui ai-je répondu. Le déjeuner est arrivé et est reparti. Le poulet fade et la purée n'ont gagné aucun prix, mais c'était mieux que le petit déjeuner. J'étais à mi-chemin d'un segment d'infos sans intérêt à la télévision quand un autre coup est venu. Celui-ci était plus sec, plus rapide. Une femme est entrée. La trentaine, cheveux noirs tirés en un chignon net, portant un manteau noir ajusté. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Ses yeux se sont agrandis et elle a même fait un pas en arrière. « Tu Emma ?» a-t-elle lâché. Il m'a fallu une seconde pour la replacer. « Lieutenant Madison Clark », ai-je dit. « Équipe logistique du port, c'est ça ?» Elle a hoché rapidement la tête, en jetant un coup d'œil vers la porte. « Je ne savais pas que tu étais la sœur de Nathalie. » Ma prise sur la barre du lit s'est resserrée. « Et je ne savais pas qu'elle t'avait fait venir ici. » Madison avait l'air mal à l'aise en changeant de poids. « Je suis venu avec elle. Elle ne m'a pas dit que nous rendions visite à toi spécifiquement. Elle a dit qu'elle venait voir de la famille. » Denise était à la porte maintenant, observant l'échange comme un arbitre. Nathalie est apparue un instant plus tard, clairement agacée de trouver Madison déjà en train de me parler. « Madison, attends dehors, s'il te plaît, a-t-elle dit. Mais Madison n'a pas bougé. Elle me regardait maintenant avec le regard perçant et calculateur de quelqu'un qui assemble les pièces du puzzle. « C'est toi qui signes les approbations de budget opérationnel, a-t-elle dit lentement. Pas le comité comme elle nous l'a dit. Le ton de Nathalie est devenu glacial. « Madison, c'est bon. » Je suis intervenu, sans regarder Nathalie. « Oui, je gère ces approbations et je gère bien plus que ça. » Ça a semblé régler quelque chose pour Madison. Elle m'a fait un signe de tête bref, a marmonné, « Compris, madame », et est sortie en passant devant Nathalie sans un autre regard. Nathalie s'est attardée juste assez longtemps pour dire, « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Après son départ, Denise est entrée, les sourcils levés, c'était quelque chose. « Ouais », ai-je dit en fixant la porte fermée. Et ce n'est pas fini. Le reste de la journée s'est écoulé dans un mélange de contrôle de dossier, d'une brève visite de Boyd m'apportant un café correct, et des bips occasionnels de mon téléphone avec des messages que j'ignorais. En soirée, j'étais endolori et fatigué, mais pas assez pour arrêter de penser. Le petit coup de Nathalie venait de me dire plus qu'elle ne le réalisait. Elle pêchait des informations, des alliés, peut-être même un moyen de s'immiscer dans ma position à l'entreprise, en se présentant avec quelqu'un de mon cercle militaire. C'était soit désespéré, soit maladroit, peut-être les deux. Denise a tamisé les lumières vers 20 heures, et je me suis allongé, laissant le bourdonnement bas de l'hôpital remplir l'espace. Dans le couloir, un chariot a grincé, suivi du claquement léger de chaussures sur le carrelage. Quelque part dans l'immeuble, quelqu'un a ri trop fort, puis s'est arrêté brusquement. J'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour penser au timing de tout, le testament de tante Evelyne, mon accident soudain, la proximité soudaine de Nathalie. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Le lendemain matin a commencé sans avertissement. Pas de lever de soleil doux, pas de construction lente. Marc est arrivé à 9h pile, entrant dans la chambre comme un homme qui avait déjà décidé du résultat de la journée. Il portait un portfolio en cuir sous le bras, le genre qu'on apporte seulement quand il y a quelque chose à signer. « Tu peux t'asseoir pour ça ?» a-t-il demandé en regardant l'écharpe. « Je vais bien », ai-je dit en balançant mes jambes sur le bord du lit. « Vas-y. » Marc a posé le dossier sur la table roulante, l'a ouvert et a commencé à expliquer les termes du trust en langage clair, 80 millions, contrôle total dès la signature. Aucune supervision de Nathalie ou d'un autre membre de la famille. C'était étanche. Ta tante s'en était assurée. Le chiffre était encore irréel, même si j'avais eu des jours pour le digérer. Mais entendre « aucune supervision de Nathalie » était le vrai prix. J'ai pris le stylo, j'ai marqué une pause d'une seconde juste pour savourer le poids du moment, et j'ai signé. Le bruit du stylo grattant le papier était aussi définitif que n'importe quelle décision de justice. Marc a refermé le dossier. Les fonds seront transférés dans les 48 heures. Mon conseil, sécurise ton compte aujourd'hui. Nouvelle banque, séparée de tout ce qui est joint, et pour l'amour de Dieu, verrouille tes mots de passe.
J'ai souri. Je suis déjà en avance sur toi. Avant que nous puissions aller plus loin dans la logistique, la porte s'est ouverte. Nathalie est entrée comme si elle était chez elle, cette fois sans Madison. Oh, parfait, a-t-elle dit en voyant Marc. J'espérais avoir un mot sur la succession. Marc ne s'est même pas tourné vers elle. Vous n'êtes pas mentionné sur aucun de ces documents. Il n'y a rien pour vous ici. Son sourire s'est crispé. Colin, tu ne penses pas que c'est un peu froid? Nous sommes de la famille. Nous pourrions rien du tout, les jeux coupés. Tu as clairement montré que nous ne sommes pas dans la même équipe. Tu tournes autour de ça comme un vautour depuis la seconde où tu as entendu le montant. J'en ai fini de faire semblant que tu es là pour mon bien-être. Elle a redressé les épaules. Son calme fin a craqué juste assez pour montrer la fissure. Tu te fais des ennemis dont tu n'as pas besoin. Je les identifie, ai-je répondu. Marc a glissé le dossier signé dans sa mallette comme s'il rangeait des documents classifiés. Cette conversation est terminée. Et Nathalie est partie sans un autre mot. Mais j'ai capté l'éclair dans ses yeux, le calcul. Elle ne battait pas en retraite. Elle se regroupait. Une fois qu'elle est partie, Marc s'est rassis. Tu réalises qu'elle va essayer de t'atteindre par d'autres moyens, n'est-ce pas? Les gens, l'influence, la perception publique. Bon sang, elle pourrait même fouiller dans ton dossier militaire si elle pense que ça aidera. J'y avais déjà pensé. Laisse-la essayer. Elle ne trouvera rien qu'elle puisse utiliser. Et si elle le fait, j'ai quelque chose en réserve. Marc n'a pas insisté, mais son expression disait qu'il savait que je le pensais. En début d'après-midi, j'ai été autorisé à sortir avec une pile de papier, un sac de prescription et les paroles d'adieu de Denise, ne la laisse pas approcher de ta porte d'entrée. Boyd m'a ramené à la maison. La ville était froide mais claire. La lumière du soleil rebondissait sur les immeubles en verre et transformait la rivière Ashley en une feuille d'argent. Mon townhouse avait l'air exactement le même de l'extérieur, mais en entrant, ça paraissait différent, comme si les murs savaient ce qui venait de changer. J'ai laissé mon sac dans l'entrée et je suis allé directement dans mon bureau à domicile. Nouveau mot de passe, nouveau compte, nouvelle encryption sur mes appareils. J'ai même appelé un contact de mon ancienne unité qui me devait une faveur. Il a mis en place un serveur sécurisé pour les fichiers sensibles avant la fin de la journée. Nathalie n'allait pas s'approcher à moins d'1 mile de mes finances. Le premier test est venu plus vite que je ne le pensais. Vers 18h, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché. Colin, c'est maman. Sa voix était chaleureuse, mais un peu trop douce, comme si elle répétait la gentillesse. Nathalie m'a dit que tu avais traversé beaucoup de choses. Elle s'inquiète pour toi. Je pouvais pratiquement entendre Nathalie en arrière-plan lui souffler les répliques. Je vais bien, maman. Elle a dit quelque chose sur le fait que je faisais des décisions précipitées avec l'héritage. Peut-être que tu devrais la laisser t'aider. Je l'ai coupé, nous n'allons pas avoir cette conversation. Mes finances ne sont pas un projet familial. Il y a eu une pause, le genre où quelqu'un débat s'il faut continuer à pousser ou raccrocher. Elle a choisi de pousser, tu as toujours été tellement indépendante. Mais c'est beaucoup d'argent, Colin. Ça pourrait changer la vie de nous tous. Ça va changer la mienne, ai-je dit platement. Bonne nuit, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Boyd, assis au comptoir de la cuisine, a levé un sourcil. Conférence téléphonique familiale? Embuscade familiale, ai-je corrigé. Nous avons commandé à emporter, mangé dans un silence relatif. Et au moment où je suis monté dans ma chambre, j'avais déjà décidé de mon prochain mouvement. L'argent n'était pas seulement une sécurité, c'était un levier, et j'allais l'utiliser, pas me cacher de lui. J'ai commencé par sortir un bloc-notes jaune et j'ai fait 2 colonnes, défensive et offensive. Sous défensive, j'ai listé tout ce que je devais protéger, actif, position professionnelle, réputation personnelle. Sous offensive, j'ai commencé à noter les façons de resserrer ma prise sur les choses que Nathalie voulait, une propriété qu'elle avait en vue, des connexions professionnelles qu'elle ne savait même pas que j'avais. Au moment où j'ai terminé, le bloc était presque plein. Certaines personnes traitent un héritage comme un cadeau. Moi, je le traitais comme des munitions.
La première semaine de retour dans mon townhouse aurait dû être calme. Le médecin avait ordonné du repos. Mon épaule s'est assuré que je le respectais. Et Boyd avait promis de gérer toute visite surprise de la famille. Mais calme ne veut pas dire paix. Le silence peut être son propre genre de bruit quand on attend que quelqu'un comme Nathalie fasse son prochain mouvement. J'ai gardé ma journée structurée aux vieilles habitudes militaires. Café du matin, promenade lente autour du pâté de maison pour éviter de me raidir, vérification des emails de mon travail de conseil civil militaire, et appel avec Marc pour finaliser les détails légaux. Il a confirmé que le transfert était passé, que les comptes étaient verrouillés et que les documents du trust étaient enregistrés. D'un point de vue légal, j'étais intouchable. D'un point de vue personnel, j'attendais que Nathalie teste cette théorie. 3 jours se sont écoulés sans un seul appel ou texto d'elle. Au début, j'ai envisagé la possibilité qu'elle ait abandonné. Cela a vite été remplacé par l'explication plus réaliste, elle travaillait sur quelque chose qu'elle ne voulait pas que je voie avant qu'il ne soit trop tard. En milieu de semaine, je suis passé à la maison sur la rivière pour la première fois depuis l'accident. L'endroit était toujours vide, toujours impeccable, et il donnait toujours l'impression de retenir son souffle. J'ai fait le tour de la propriété, vérifié le ponton, et j'ai noté de changer les serrures des portes. Debout sur la véranda, je pouvais imaginer exactement comment Nathalie essaierait d'utiliser cet endroit, en partie trophée, en partie preuve qu'elle appartenait au testament de tante Evelyne. Elle inviterait des gens ici, jouerait l'hôtesse et revendiquerait ça comme faisant partie de notre foyer familial. Je n'allais pas lui en donner l'occasion. De retour au townhouse, Boyd était dans la cuisine en train de finir le dernier café. Toujours silence radio, a-t-il demandé. Trop calme, ai-je dit. Elle prépare soit quelque chose, soit elle a des ennuis et elle ne veut pas que je le sache. Les deux peuvent être vrais, a-t-il répondu. Et il n'avait pas tort. Cet après-midi-là, j'ai eu mon premier indice. Un ancien collègue d'un ancien contrat logistique m'a appelé pour prendre des nouvelles, mais les questions ne correspondaient pas au ton décontracté. Il m'a demandé si j'étais au courant d'un nouveau groupe d'investissement à Charleston appelé Clear Harbor Venture. Il a dit qu'il avait été approché par eux pour un projet commun, mais que les chiffres ne collaient pas. Le nom ne signifiait rien pour moi jusqu'à ce qu'il mentionne que Nathalie était à la réunion. Soudain, les pièces se sont emboîtées. Ce n'était pas juste un nouveau hobby pour elle. Elle construisait quelque chose, et les chances étaient bonnes qu'elle veuille attacher mon nom ou mon argent à ça. Je ne lui ai pas dit grand-chose, juste lui ai conseillé d'éviter si les papiers n'avaient pas l'air solides. Après avoir raccroché, j'ai passé quelques appels moi-même. Des contacts de mes cercles militaires et corporatifs, des gens qui savaient creuser sans laisser d'empreinte. En quelques heures, j'avais assez pour confirmer mes soupçons. Clear Harbor Venture était la dernière grande idée de Nathalie, une entreprise d'immobilier et de logistique gérée depuis un bureau loué avec une crédibilité empruntée. Elle avait déjà recruté 3 petits investisseurs. L'un d'eux était un commandant de marine à la retraite que j'avais rencontré lors d'une conférence il y a des années. Ça rendait ça personnel. J'ai passé la matinée suivante à fouiller dans les registres publics, à tracer des LLC fantômes et à prendre des notes. Le schéma était classique Nathalie, grande promesse, détail léger, et une volonté de laisser quelqu'un d'autre nettoyer le désordre quand ça tournerait mal. Je n'allais pas attendre qu'elle vienne frapper. J'allais m'assurer que son prochain mouvement se heurte à un mur. Mais il y avait une autre couche dans le silence. Maman n'avait pas rappelé, et c'était inhabituel. Même quand elle était fâchée contre moi, elle vérifiait encore une fois par semaine. Quand j'ai finalement craqué et l'ai appelée, elle a été brève, distraite, et a terminé la conversation par « Je suis occupée, chérie. On parlera plus tard ». Je savais exactement de quelle influence ça sentait. Cette nuit-là, assise dans mon bureau à domicile, j'ai repensé au barbecue d'il y a des années, celui où Nathalie avait tiré sur ma carrière devant toute la famille. Je me souvenais de la façon dont maman avait ri avec elle, pensant peut-être que c'était inoffensif. Ce ne l'était pas. C'était un schéma. Nathalie poussait, je ripostais, et maman intervenait juste assez pour faire semblant que j'exagérais. Et chaque fois, Nathalie repartait avec plus de terrain qu'elle n'en avait au départ. Cette fois, il n'y aurait pas de terrain à prendre. Je suis allé me coucher tard, mon épaule me faisant mal à cause de trop de temps passé devant l'ordinateur. Allongé là dans le noir, je pouvais presque entendre la voix de Nathalie dans ma tête, répétant les répliques qu'elle utiliserait quand elle me contacterait à nouveau.
quelque chose sur le fait de travailler ensemble, peut-être sur le fait de perpétuer l'héritage de tante Evelyne. Tout ça n'était que du vernis sur le même plan, se rapprocher, obtenir l'accès, se faire payer. Le ventilateur du plafond bourdonnait au-dessus de ma tête, régulier et calme, pendant que mon esprit passait en revue les scénarios. Le silence de Nathalie n'était pas elle qui battait en retraite. C'était elle qui prenait de l'élan. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour que Nathalie rompe son silence. 2 matins plus tard, j'étais au milieu d'un appel avec un colonel à la retraite à propos d'un audit de chaîne d'approvisionnement quand ma sonnette d'entrée a retenti. La voix à l'interphone n'était pas celle de Nathalie. Elle était plus tranchante, plus en colère. « Colline, ouvre cette putain de porte. » C'était maman. Je l'ai laissée entrer, surtout parce que je ne voulais pas qu'elle crie dans la rue. Elle est montée rapidement pour son âge, en serrant son sac comme un bouclier. Derrière elle, Nathalie, lunettes de soleil cachant la moitié de son visage, mais pas la tempête qui couvait dessous. « Tu veux bien m'expliquer pourquoi ma fille a été exclue de tout ?» a exigé maman avant même d'être complètement dans la pièce. Je suis resté calme parce qu'il n'y avait rien pour elle là-dedans. Nathalie a enlevé ses lunettes de soleil, les a jetées sur le comptoir et est allée directement à l'attaque. « Tu as signé les papiers sans même me parler. »« Ce n'étaient pas tes papiers à signer, ai-je dit. » Sa voix est montée d'une octave, il ne s'agit pas seulement de toi. Tante Evelyne voulait que cette famille soit prise en charge. Elle voulait que je sois prise en charge, les jeux coupés, en gardant un ton plat. C'est pour ça qu'elle me l'a laissé. Nathalie a fait un pas en avant, pointant un doigt vers moi comme si elle donnait des ordres. Tu as été parti pendant des années, Colline. Dans ta bulle militaire pendant que le reste d'entre nous vivait dans le vrai monde, et maintenant tu reviens tranquillement, tu prends tout, et tu penses que tu es intouchable. Je pouvais voir maman se déplacer mal à l'aise. Mais elle ne l'a pas arrêté. Intouchable, ai-je dit en me levant, ignorant la traction dans mon épaule. Préparé ? Absolument. Et c'est ça qui te ronge vivante. Tu ne peux pas m'atteindre cette fois. C'est laquelle a craqué. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé crier parce que rien de ce que je dirais n'aurait autant d'impact que le fait que je ne réagissais pas. Sa respiration est devenue plus lourde. Ses mains tremblaient. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai vue sans le masque, celui qu'elle porte quand elle charme des inconnus ou qu'elle parle doucement aux investisseurs. Maman a essayé d'intervenir alors, les filles, s'il vous plaît. Ce n'est pas ton combat, maman, ai-je dit sans quitter Nathalie des yeux. L'expression de Nathalie a changé rapidement, comme si elle avait réalisé qu'elle était allée trop loin. Elle a attrapé son sac sur le canapé, a marmonné quelque chose sur le fait que je regretterais ça, et est sortie en trombe, en claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Maman est restée, me regardant comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas de quel côté elle était. Elle s'est contentée de « Tu aurais dû gérer ça différemment, Colline. » Je n'ai pas pris la peine de répondre. Après son départ, je suis allé à la cuisine et j'ai versé un verre d'eau, laissant le verre froid me stabiliser. J'avais été dans des cris avant, en zone de guerre, dans des scénarios d'entraînement, dans des salles de conseil. Mais quelque chose dans le fait de voir le contrôle de Nathalie craquer m'a semblé différent. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la peur. Elle avait construit toute son identité sur le fait d'être celle qui pouvait surpasser n'importe qui, surtout moi. Maintenant elle savait qu'elle avait heurté un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Et les gens comme Nathalie ne s'éloignent pas simplement de ça. Ils cherchent des fissures. En milieu d'après-midi, Boyd était passé. Je lui ai raconté l'explosion, en gardant une voix égale. Elle va riposter, a-t-il dit simplement. Je sais. Quel est ton plan ? Laisse-la faire le premier mouvement, ai-je dit. Mais assure-toi que je sois prête quand elle le fera. Nous avons passé 1 heure à revoir certaines des informations sur les propriétés et les affaires que j'avais rassemblées sur Clear Harbor Venture. Boyd, qui avait passé assez de temps en logistique pour repérer une arnaque à 1 mile, a pointé 3 faiblesses dans son plan. 2 légales, 1 opérationnelle. Si elle va trop vite, celle-ci l'enterreront, a-t-il dit. Bien, ai-je répondu. Le reste de la journée a été un mélange de renforcement des défenses et de suivi de notre enquête précédente. Boyd a confirmé qu'il avait parlé à 3 bureaux immobiliers. Aucun d'eux ne toucherait à une liste liée à Clear Harbor Venture. C'était une avenue de moins pour elle à exploiter. En soirée,
J'ai conduit jusqu'à la maison sur la rivière, cette fois seule, et j'ai refait le tour de la propriété. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le ponton. L'endroit était calme, le genre de calme qui fait entendre ses propres pas trop clairement. Je suis resté au bord de l'eau, regardant la réflexion des arbres qui ondulaient dans le courant. Cette maison n'était pas seulement une partie d'un héritage. C'était un point d'ancrage, un endroit qui me stabilisait au milieu de tout le reste. Je n'allais pas la laisser devenir l'un des jetons de négociation de Nathalie. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les mouvements de Nathalie devenaient plus audacieux. Ça voulait dire qu'elle était soit désespérée, soit confiante, ou les deux. Et dans les deux cas, ça voulait dire qu'elle était prête à risquer de franchir des lignes qu'elle ne pourrait plus effacer. Marc n'a pas perdu de temps. À 9 h le lendemain matin, il était assis en face de moi à ma table de cuisine, en glissant 2 documents en place. L'un était la lettre de mise en demeure dont nous avions parlé pour la campagne d'usurpation d'identité de Nathalie. L'autre était une ordonnance formelle d'interdiction de séjour pour la maison sur la rivière. J'ai déjà envoyé des copies numériques au bureau du shérif et au greffe du comté, a-t-il dit en tapotant la pile. Ce n'est que pour tes archives. Si elle met le pied sur la propriété à nouveau, tu pourras la faire expulser. Et si elle continue à se présenter comme affiliée à ton travail professionnel, nous pouvons escalader vers une action civile. J'ai lu les 2 documents avec soin, en vérifiant les failles. Ils étaient propres, langage serré, aucune marge de manœuvre. Envoie les copies papier à son adresse, ai-je dit. Marc a souri légèrement. Courrier recommandé. Elle devra signer elle-même. Nous avons revu quelques autres garde-fous légaux, clause de protection des actifs, injonction d'urgence, et contingence si elle essayait de contester le testament. Marc était minutieux, mais je savais que le talent de Nathalie pour se faufiler dans les fissures signifiait que nous devions penser 2 pas en avant. Dès qu'il est parti, j'ai appelé Boyd pour coordonner la couche suivante. Il avait discrètement parlé à certains de nos contacts communs pour s'assurer que les options de réseautage de Nathalie se réduisaient. Aujourd'hui, il avait des nouvelles. Elle a contacté un petit groupe d'investisseurs à Charleston, a-t-il dit. Même pitch, accès exclusif, événement stratégique à la maison sur la rivière. Aucun n'a mordu après que j'ai expliqué la situation. Continue la pression, lui ai-je dit. Je veux qu'elle manque de pièces ou opérer. Après le déjeuner, j'ai appelé Madison. Elle a été directe comme toujours, si elle continue à presser les contacts militaires, je ferai un rapport formel via les canaux internes. Ça la gèlera de tout ce qui est lié au contrat de défense. Ça couperait l'une de ses principales voies. C'est l'idée, ai-je dit. Dans l'après-midi, j'ai pris le combat en main. En utilisant les informations que Boyd et Madison m'avaient aidé à rassembler, j'ai rédigé une note pour le conseil d'agrément de l'État qui non seulement s'opposait à la demande de licence de gestion immobilière de Nathalie, mais détaillait aussi le schéma de fausse représentation dans lequel elle s'était engagée. J'ai inclus des copies des emails où elle prétendait agir en mon nom. Le langage était direct, la candidate a démontré un schéma constant de fausse représentation et a tenté d'obtenir des affaires en utilisant des actifs qu'elle ne possède pas. Ce n'était pas personnel. C'était professionnel et incontestable. En fin d'après-midi, j'ai reçu une confirmation du conseil qu'ils avaient reçu le dépôt et qu'ils l'examineraient dans la semaine. Ce n'était pas une victoire garantie, mais ça plantait un drapeau dans un endroit que Nathalie ne pouvait pas ignorer. Ce soir-là, Boyd est passé avec des plats à emporter et 2 bières. Nous avons mangé au comptoir en revoyant la carte actuelle de son réseau. Il y avait moins de connexions maintenant, mais celle qu'elle avait encore était assez loyale pour poser problème. Elle ne va pas prendre sa couchée, a-t-il dit entre 2 bouchées. J'y compte, ai-je répondu. Plus elle réagit, plus elle fait d'erreurs. Après le dîner, je suis monté dans mon bureau. Je me suis tenu devant le tableau blanc, en étudiant les lignes et les noms comme s'il s'agissait d'une carte de bataille. Chaque flèche que j'avais dessinée représentait un mouvement que Nathalie avait fait. Chaque X rouge marquait un que j'avais arrêté. Mais il y avait autre chose que je remarquais maintenant, le schéma de ses approches. Elle ne choisissait pas les gens au hasard. Elle essayait de construire de l'influence dans 3 domaines spécifiques, l'immobilier local, la logistique et le conseil adjacent aux militaires. Si elle avait réussi à obtenir un pied dans ces 3 domaines, elle aurait pu tisser un récit qui la ferait passer pour une partenaire légitime pour des projets de haut niveau. Ce plan était terminé. Maintenant, pièce par pièce,
je le démontais avant qu'il ne puisse se solidifier. J'ai effacé 2 noms du tableau des contacts que Boyd avait confirmés ne lui parlaient plus et j'ai tracé une ligne sous le reste. Mes épaules me faisaient encore mal à cause de l'accident, mais la satisfaction de voir son réseau se réduire rendait ça plus facile à ignorer. Avant d'éteindre pour la nuit, j'ai vérifié mes emails une dernière fois. Il y avait un accusé de réception des lettres recommandées que Mark avait envoyées. Nathalie les avait signées cet après-midi-là. Pas de réponse pour le moment, mais je la connaissais assez bien pour savoir que le silence n'était pas une reddition. C'était la pause avant qu'elle ne décide quelle ligne elle voulait franchir ensuite. Le message est arrivé un jeudi après-midi, 2 jours après que Nathalie ait signé pour les papiers légaux. Ce n'était ni un appel ni un email. C'était un texto de groupe envoyé à moi, maman et Boyd. La ligne d'objet ne disait rien, juste une pièce jointe. Une lettre scannée de Nathalie adressée à la famille. Je l'ai ouverte et j'ai lu chaque mot. Elle avait écrit 4 paragraphes se peignant comme la victime d'un effort coordonné pour la saper et m'accusant d'avoir manipulé le testament de tante Evelyne. Elle appelait Boyd mon « enforcé », accusait Mark de tactique légale prédatrice, et suggérait même que j'étais mentalement inapte à gérer l'héritage. C'était du pur théâtre, soigneusement conçu pour me mettre sur la défensive et faire douter maman de moi. 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de maman était tranchante. « Colin, c'est quoi ça ? Elle dit que tu l'as délibérément exclue. » J'ai gardé un ton égal, tout dans cette lettre est faux. Tu me connais assez longtemps pour le reconnaître. Il y a eu une pause juste assez longue pour que j'entende son expiration. Toi et Nathalie avez toujours été compétitives, mais ça semble différent. Plus méchant. Parce que ça l'est, ai-je dit, et j'en ai fini de le jouer comme une querelle familiale. Elle cible ma carrière, mes actifs et ma réputation. Ce n'est pas une rivalité fraternelle. C'est une attaque calculée. Maman n'a pas répondu directement à ça. À la place, elle a marmonné quelque chose sur le besoin de temps pour réfléchir et à raccrocher. Boyd est arrivé dans l'heure. Il a jeté son téléphone sur le comptoir. Tu n'es pas la seule à avoir reçu la lettre. Elle l'a envoyée à la moitié de la famille élargie et à quelques-uns de ses contacts professionnels. Elle essaie de rallier les gens. Laisse-la faire, ai-je dit. Plus elle rend ça public, plus j'ai de preuves de son intention. Mark était d'accord. Quand je lui ai transféré la lettre, il m'a rappelé en moins de 10 minutes, c'est de la diffamation. C'est actionnable. Si tu veux, on peut déposer demain. Une partie de moi le voulait, mais je savais aussi que l'ego de Nathalie la pousserait à une plus grosse erreur si je la laissais courir un peu plus longtemps avec ça. Attends, lui ai-je dit. Pour l'instant. Cette nuit-là, je suis allé à la maison sur la rivière, non pas parce que je pensais qu'elle y serait, mais parce que j'avais besoin du calme. L'air était frais, le genre de fraîcheur qui précède le vrai froid. J'ai marché le long du ponton, les mains dans les poches de ma veste, en pensant aux années de friction qui avaient mené à ce moment. Ce n'était pas une seule dispute, un seul désaccord, ni même l'héritage lui-même. C'était des années de sa rancune parce que j'avais construit quelque chose par moi-même en dehors de l'influence de la famille. L'armée m'avait donné une carrière, de la discipline et des connexions qu'elle ne pouvait pas toucher. Et pour Nathalie, l'intouchable a toujours été un défi, pas un fait. De retour à la maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une feuille de papier pliée coincée entre la porte tempête et la porte principale. Je l'ai sortie et je l'ai dépliée. C'était une impression d'une photo de moi datant de plusieurs années, en uniforme, en train de parler lors d'une conférence. En bas, écrit au marqueur, il y avait les mots, pas celles qu'elle prétend être. Aucune signature, aucune explication, juste le message. Je suis resté là une bonne minute à le relire. Ce n'était pas l'écriture de Nathalie, mais ça n'avait pas besoin de l'être. Quelqu'un dans son entourage avait fait ça pour elle. C'était une tentative bon marché d'intimidation. J'ai mis le papier dans mon sac, j'ai verrouillé la maison et je suis rentré directement au townhouse. Boyd était toujours là, et quand je lui ai montré, sa mâchoire s'est crispée. Elle escalade, a-t-il dit. Elle devient imprudente. Elle devient désespérée, ai-je corrigé. Nous avons passé l'heure suivante à cataloguer tout, lettres, photos, captures d'écran, l'incident à la maison sur la rivière, l'usurpation d'identité. À la fin, nous avions une chronologie qui ne laissait aucun doute sur son intention. C'est suffisant pour une ordonnance restrictive, a dit Boyd.
C'est suffisant pour beaucoup de choses, ai-je répondu. La rupture entre nous n'était plus seulement personnelle. Elle était documentée, légale et irréversible. Je ne pensais plus à la réconciliation ou au maintien de la paix. Je pensais à la maîtrise et à la neutralisation. Famille ou pas, Nathalie avait franchi un territoire où la seule chose qui comptait était de s'assurer qu'elle ne pouvait plus causer de dommages. Et j'étais prête à faire en sorte que ça arrive. Le matin après avoir compilé la chronologie, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. La maison était calme, le genre de calme qui semble mériter. J'ai fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai sorti un nouveau carnet du tiroir. Pour la première fois depuis des semaines, mes pensées n'étaient pas sur le prochain mouvement de Nathalie. Elles étaient sur le mien. J'ai commencé par une liste de priorités, personnelles, professionnelles et légales. Le côté légal était simple, maintenir les protections actuelles, suivre la plainte auprès du conseil d'agrément et préparer la documentation au cas où une ordonnance restrictive deviendrait nécessaire. Le côté professionnel était plus proactif, renouer avec mon réseau de conseils militaires, fermer les failles que Nathalie avait essayé de franchir et prendre 2 nouveaux contrats qui attendaient sur mon bureau. La liste personnelle était plus difficile. Pas parce que je ne savais pas ce que je voulais, mais parce que je ne m'étais pas donné l'espace pour y penser. L'accident, l'héritage et la guerre familiale avaient rempli chaque centimètre d'espace mental disponible. Boyd est arrivé en milieu de matinée avec 2 cafés et une petite boîte de la boulangerie locale. Offre de paix, a-t-il dit en posant la boîte. Pourquoi, ai-je demandé. Pour t'avoir dit hier que c'était suffisant pour une ordonnance restrictive. Je sais que tu n'étais pas prête à l'entendre. J'ai souri. Tu n'as pas tort, mais tu avais raison. Nous avons mangé dans un silence relatif en passant en revue les dernières mises à jour. Il avait entendu de Madison que le nom de Nathalie avait commencé à être discrètement blacklisté dans certains cercles adjacents à la défense. Sa seule couperait sa portée de moitié. À midi, j'étais au téléphone avec un client potentiel, une entreprise de logistique en Virginie qui voulait de l'aide pour rationaliser sa chaîne d'approvisionnement pour des contrats militaires. C'était exactement le genre de travail pour lequel j'étais doué, le genre qui me rappelait pourquoi j'avais construit cette seconde carrière en premier lieu. Nous avons fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. L'après-midi était pour la maison sur la rivière. J'y suis allé avec un représentant d'une société de sécurité locale, en lui faisant faire le tour de la propriété. Nous avons choisi un système avec caméra, détecteur de mouvement et alerte à distance. Il serait installé dans la semaine. Debout sur la véranda avec le contrat en main, j'ai réalisé à quel point la maison avait changé dans mon esprit. Ce n'était plus seulement une partie de la succession de tante Evelyne. C'était un point d'ancrage, un endroit qui me stabilisait au milieu de tout le reste. De retour en ville, je me suis arrêté à la poste pour envoyer un petit paquet à un ancien collègue. À l'intérieur, il y avait une note de remerciement et une copie d'un des registres publics que nous avions découvert sur Clear Harbor Venture. La note était simple. J'ai pensé que tu voudrais voir ça avant de prendre un quelconque engagement. Ce n'était pas par vengeance. C'était pour protéger les gens de mon cercle. Ce soir-là, Boyd et moi avons retrouvé Madison pour dîner dans un endroit calme près du port. Nous avons parlé boulot pendant la première demi-heure, mais la conversation a fini par glisser vers des choses plus légères, projets de voyage, bons restaurants, les petites absurdités de la vie civile après des années en uniforme. Quand Madison s'est excusé pour prendre un appel, Boyd s'est adossé à sa chaise. « Ça fait différent ce soir », a-t-il dit. « Comment ça ? Tu ne regardes pas la porte toutes les 5 minutes. » J'ai réfléchi à ça. Il avait raison. Le tranchant que je portais depuis l'hôpital était toujours là, mais il ne dirigeait plus tout le spectacle. De retour à la maison, j'ai revu mes listes à nouveau. Les pièces légales avançaient, le côté professionnel se reconstruisait, et le personnel est bien, c'était un travail en cours. J'ai fermé le carnet, éteint la lampe du bureau et je suis resté assise dans le noir un moment. Reconstruire ne signifiait pas oublier ce qui s'était passé. Ça signifiait s'assurer que le sol sur lequel je me tenais était solide. Ainsi, quand la prochaine tempête viendrait, et elle vient toujours, je serai prête. Et cette fois, je ne reconstruirai pas seul. La semaine a commencé avec la pluie, régulière, grise et sans hâte. Je suis resté assise à mon bureau avec les stores à moitié ouverts, le son de l'eau sur les fenêtres rythmant mes pensées. Mon agenda était à nouveau plein, appels clients, suivis,
et une dernière réunion avec Marc pour boucler toutes les mesures légales que nous avions mises en mouvement. Marc est arrivé pile à l'heure, un portfolio en cuir sous le bras. Il l'a ouvert et a disposé les papiers en rangée nette. Le conseil d'agrément a formellement refusé la demande de Nathalie, a-t-il dit. J'ai parcouru la lettre en prenant note du sceau officiel en haut. C'était plus qu'une victoire bureaucratique. C'était un registre public qui sapait sa crédibilité. Aussi, a continué Marc, la mise en demeure a été accusée de réception. Il n'y a eu aucune utilisation publique supplémentaire de ton nom ou de tes références. C'était la première fois depuis des mois que j'entendais une phrase complète sur Nathalie qui ne nécessitait pas une contre-mesure immédiate. Bien, ai-je dit. Gardons ça comme ça. Il a hoché la tête, fermé le portfolio et s'est levé. Tu as fait ce que la plupart des gens ne peuvent pas. Tu as pris le contrôle d'une situation familiale compliquée sans laisser ça consumer ta vie. Après son départ, je suis allé à la cuisine, j'ai versé une autre tasse de café et je me suis appuyé sur le comptoir. Ce n'était pas que la situation n'avait pas consumé des parties de ma vie assis, elle l'avait fait mais elle ne m'avait pas avalé tout entière. C'était la différence. En milieu de journée, Boyd est passé avec une enveloppe du bureau du shérif. À l'intérieur, il y avait la confirmation que l'ordonnance d'interdiction de séjour avait été enregistrée dans leur système. Si elle met le pied sur la propriété de la maison sur la rivière, elle sera escortée dehors, a-t-il dit. J'ai mis le papier de côté. On dirait que tous les murs dont nous avions besoin sont enfin en place. Les murs sont bien, a dit Boyd. Mais tu as aussi des portes que tu peux ouvrir quand tu le choisis. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé à la maison sur la rivière une fois de plus. Le nouveau système de sécurité était installé, discret mais complet, caméras orientées vers l'allée et le ponton, capteurs à chaque point d'entrée. C'était le genre d'installation qui me donnerait la paix d'esprit que je sois en ville ou à l'autre bout du pays. J'ai traversé chaque pièce lentement. L'odeur de peinture fraîche était encore légère dans l'air à cause de quelques retouches que j'avais commandées. Dans le salon, les grandes fenêtres donnaient sur la rivière, le courant se déplaçant régulièrement, indifférent au drame humain. Pendant un moment, j'ai pensé à tante Evelyne. Elle n'avait jamais dit grand-chose sur les disputes familiales, mais elle avait une façon de faire connaître ses sentiments sans un seul sermon. Me laisser cette maison avait été sa façon de parler. Je le comprenais maintenant plus que jamais. Avant de partir, j'ai verrouillé la porte d'entrée et je suis resté un moment sur la véranda, à regarder l'eau. La lutte avec Nathalie n'était pas seulement à propos de la propriété ou de l'argent. Elle avait été à propos de contrôle, d'identité et de qui décidait des termes de sa propre vie. De retour au townhouse, j'ai classé les papiers de la journée dans un dossier propre étiqueté « Action close ». L'étiquette était délibérée, pas en cours, pas en attente, close. Ce soir-là, Madison a appelé. Elle a été directe comme toujours, le bruit court que ta sœur est calme. Pas de nouvelles propositions, pas de nouveaux contacts. Mon pari est qu'elle recalibre ou qu'elle est à court de mouvement. Dans les deux cas, ai-je dit, elle n'est plus mon problème. Boyd m'a rejointe plus tard pour dîner. Et nous avons parlé de tout sauf de Nathalie. Ce n'était pas forcé. C'était naturel. Comme si l'air dans la pièce avait changé. Quand il est parti, je suis resté un moment à la fenêtre, regardant la rue calme. La pluie avait cessé, laissant le pavé sombre et réfléchissant sous les lampadaires. Ce chapitre n'était pas à propos de gagner ou de perdre. Il était à propos de tenir bon quand ça comptait, et de savoir que je l'avais fait sans devenir comme elle. L'héritage ne m'avait pas changé. La lutte ne m'avait pas brisé. Au contraire, les deux m'avaient rappelé quelque chose que l'armée m'avait inculqué il y a des années, tu ne peux pas contrôler chaque menace, mais tu peux contrôler ta réponse. Et ça, plus que tout, est ce qui m'a permis de m'éloigner de tout ça avec la seule chose qu'elle ne pourrait jamais prendre, la paix. En regardant en arrière, c'est étrange de voir à quelle vitesse une dispute familiale peut se transformer en quelque chose qui ressemble à une opération à grande échelle. J'avais affronté la pression avant des déploiements, des contrats à enjeux élevés, des négociations où un mot de travers pouvait coûter des millions. Mais rien ne prépare quand le champ de bataille est ton propre sang. Nathalie n'a pas perdu parce que je l'ai surpassée en intelligence. Elle a perdu parce que j'ai refusé de jouer le jeu selon ses règles. Chaque pas que j'ai fait était délibéré. Chaque limite était soutenue par l'action. Et au final, la victoire n'était pas seulement dans le fait de garder la maison sur la rivière ou de protéger ma carrière.
Elle était dans le fait de savoir que je pouvais tenir mon terrain sans devenir comme elle. L'héritage ne m'a pas changé. La lutte ne m'a pas brisé. Si quelque chose, les deux m'ont rappelé que je pouvais tenir bon sans compromettre qui j'étais. L'armée m'avait appris les tactiques, la discipline et comment lire un champ de bataille. La vie m'avait appris quand partir la tête haute. Je ne saurais jamais avec certitude si le camion blanc était une coïncidence ou quelque chose de plus, mais ça n'a plus d'importance. La vraie bataille n'était pas celle qui m'a mise à l'hôpital, mais celle qui est venue après. Et maintenant, enfin, les deux leçons sont côte à côte. Le sol sous mes pieds me semble à nouveau solide, et j'ai l'intention de le garder comme ça.